se lève différemment. Sans raison, tout a changé. C'est peut-être un soleil né dans la nuit qui nous offre le choix des couleurs. C'est peut-être une petite voix qui s'invite à notre table et promet de ne jamais nous quitter. Ou encore, un petit air entraînant qui fait dévier notre route par bonheur. Alors, on est prêt à refaire le monde. En fait, c'est pas si compliqué. Il suffit d'un éclair qui nous dit « Le changement, c'est pas les autres, c'est moi. » Lors du dernier épisode, les citadins ont amorcé le virage de la finition intérieure. Ils ont, entre autres, réutilisé beaucoup de bois récupérés en début de projet et testé plusieurs mélanges de peinture. J'aime beaucoup cette texture-là. J'ai fait des mix, sable, peinture, colle. Ils ont aussi installé un isolant innovateur à base de plumes. C'est vraiment intéressant d'avoir sur ce genre de projet une expérimentation comme ça de nouveaux matériaux. C'est l'occasion idéale pour comparer la résistance air d'un mur par rapport à un autre avec tel et tel type d'isolant. Aujourd'hui, ils multiplient les exemples originaux de récupération à l'intérieur comme à l'extérieur de leur maison. Des tôles offset, des tôles d'imprimerie. On a trouvé ces tôles-là chez Métaux Dépôt. Il y avait tout un énorme carton là, avec ces tôles-là. Puis on a pris celle qui était le moins abîmée, le moins tordu. On les a coupées en petits morceaux. Et puis nous, on a essayé de faire notre vêtement de salle de bain avec ça. Donc on a trouvé un moyen de le mettre en forme. On va faire comme une sorte d'écaille avec ça. Mais comme c'est quelque chose qui est coupant sur le bord, puis c'est pas mal pointu dans les angles, on a essayé de le plier. Donc on le plie. Et puis on va les placer tac 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 les unes à côté des autres. Et puis ça va être un vêtement absolument magnifique. Mais pour ça, je vais plier. Plus tôt dans le projet, les citadins ont récupéré un lampadaire défectueux de la ville de Montréal. Après l'avoir scindé en 3 morceaux, ils ont utilisé la base pour le système de poitrail qui consolide la structure de la maison. La partie centrale, elle, sert d'élément de soutien apparent au 2e étage. Seul le dispositif d'éclairage reste encore disponible. Toutes les solives ont été prolongées à l'extérieur pour soutenir le balcon. Et juste la prolongation des solives n'était pas suffisante. Donc on a rajouté un morceau de lampadaire qu'on avait à notre disposition et en plus qui nous permet d'éclairer notre petite cour. Ça, c'est les vieilles poutres de cèdre qui étaient sur la maison, qu'on a récupérées puis qu'on réinstalle en place pour prendre tout le linteau et la charge de briques qui est juste au-dessus. On réinstalle le produit qui était déjà là sur une base d'acier pour l'éloigner des eaux au niveau à peu près des bétons qu'on a. Il y a le balcon qu'on a imaginé, il y a eu énormément de dessins là-dessus, il y a eu plein de changements, il y a eu vraiment beaucoup de réflexions sur le balcon.
Puis au final, on a trouvé des chariots qui sont moi je trouve magnifiques, là, ils sont vraiment bien. Puis ils suffisent à eux-mêmes, ils font en même temps le sol, ils font en même temps la balustrade. On n'a pas tellement à intervenir dessus, à part trouver un moyen de les assembler, donc ça sauve du temps. En se promenant dans les cours à scrap, en voyant certains objets, on dit ça correspond à cette fonction-là, ça peut correspondre, mis dans ce sens-là, réutilisé, coupé à ce niveau-là. Donc là, en allant chez Charpente AFC, on a vu les chariots, ces beaux objets. D'abord, on se dit juste, waouh, c'est des beaux objets. Puis après, on met les choses en face et on se rend compte que ça correspond à la fonction du balcon. Vincent, lui, il a vraiment la capacité de voir des objets puis les détourner. C'est hallucinant, il me fascine. Tu sais, on voyait dans les bandes dessinées Bugs Bunny et le Roadrunner. Chariots en L qui font 3 pieds par 6 pieds avec un genre de garde qui fait 36 pouces de haut. Ça, c'est génial. C'est nos balcons, nos garde-corps à 10 $ l'unité. C'est bien comme fini, non? Rouiller comme ça, on laisse rouiller. On enlève juste le plus gros. Ouais, juste la grosse partie. C'est fait déjà pour l'extérieur, quoi. Donc on peut lui passer une petite couche, un petit vernis. Ce qui a coûté cher, c'est pas les chariots en eux-mêmes, parce qu'eux, ils n'ont pas coûté grand-chose. C'était de les sortir, parce que ces trucs-là étaient jetés. Donc ils étaient en tas, ils étaient n'importe comment. Puis à la main, c'était pas possible de les sortir. Donc on a dû louer une petite machine, là, je sais pas comment on appelle ça, pour aller les sortir du tas. Puis et finalement, c'est ça qui nous a coûté plus cher, c'est la main-d'œuvre. Moi, j'aime pas de place. C'est vraiment l'esprit de prendre un objet inutile puis de le récupérer d'une autre façon et de faire un balcon tout fait, sur mesure quasiment. C'est vraiment une belle récupération. Voilà, c'est pas le temps de se faire mal au dos. Ah! Mais qu'est-ce que tu fais? Que tu es belle comme ça. J'aime pas quand ça glisse, comme ça. Avec l'âge, quand même, tu t'es pas arrangé, Juliette. Hein. Ils sont beaux, puis ils sont cohérents, on les met ensemble, on rajoute rien d'autre, ça marche là. Donc ça, c'est une chouette chose. Puis je trouve que maintenant, ça, à poser sur la maison, ça a l'air super naturel. Les couleurs, on dirait qu'elles ont toujours été là. Enfin, ça colle bien avec la maison, ça colle bien avec les briques, alors que ça n'a rien à voir et c'est pas du tout quelque chose qui est fait pour être là. On peut le... OK. Moi, je lâche. Enlève tes doigts. Parfait. C'est bien quand même, non? Nous sommes dans le Restore de Habitat pour l'Humanité. Ici, on vend des matériaux usagés et neufs pour la construction des maisons, des chalets, n'importe quoi. Janine Atkinson, responsable des levées de fonds Habitat pour l'Humanité, Ottawa. Ici, on a à peu près 85% de nos matériaux sont des matériaux usagés qui proviennent des donateurs de partout à Ottawa et à Gatineau. Et à peu près le reste, ça vient des entreprises, des grosses entreprises dans la région qui nous donnent leur fin de ligne ou bien ceux qui n'ont plus besoin. On garde ici à peu près 400 tonnes de matériaux par année qui auraient été livrés dans des déchets. Ici, dans notre magasin Restore, on peut trouver presque tout pour la construction d'une maison.
On trouve les carrelages, on trouve des baignoires, des toilettes, beaucoup de fenêtres, de portes, des portes intérieures, extérieures, du boiserie pour l'intérieur de la maison, des cuisines, des armoires, même les lampes, même les ampoules dans leur carton, la plomberie. Tout ce qu'il vous faut pour ça, l'électricité. Je crois qu'il y a presque, dans cet magasin, presque à peu près tout pour construire une maison, sauf peut-être le béton. Le Restore est différent de tout autre magasin parce que ici, on est lié avec Habitat pour l'Humanité qui a pour mission de construire des maisons pour des familles en besoin. Nos familles Habitat payent leurs hypothèques comme tout le monde. Alors c'est un achat tout simplement. Des familles qui ne peuvent autrement pas avoir de maison propre à eux puisqu'ils sont de faibles revenus. L'hypothèque normale d'une banque ne serait pas atteignable. Habitat existe depuis maintenant plus de 25 ans parce qu'il y a un bon esprit de communauté. C'est des gens qui s'entraident. On donne la main, on ne donne pas l'argent, on ne donne pas les maisons. On aide des gens à avoir ce qu'ils ont toujours rêvé, avoir leur propre maison. À travers le monde, Habitat pour l'Humanité construit à peu près une maison chaque 24 minutes. Nos maisons sont construites par des bénévoles, mais on reçoit beaucoup d'aide de nos partenaires dans les métiers. Les plombiers, par exemple, les électriciens, la toiture, c'est tout fourni gratuitement par des entreprises dans la région. Avant même de prendre possession de leur maison, les familles acceptent de travailler bénévolement pour l'organisme durant 500 heures. Elles peuvent s'en acquitter soit dans les bureaux, soit dans le magasin de matériaux récupérés ou encore lors de la construction de leur propre maison. Nous, on appelle ça Transpire Action. En anglais, on appelle ça Sweat Equity. Et c'est au lieu de leur dépôt sur leur maison, ils nous donnent ces heures de travail. Alors, l'expérience de construire une maison Habitat, c'est une expérience en communauté. Tout le monde vient ensemble dans un quartier pour construire la maison. Une des personnages bien connus qui est affilié avec Habitat pour l'Humanité, c'est Jimmy Carter, l'ancien président des États-Unis. Il est ami avec Millard Fuller, fondateur de Habitat. Et depuis le temps que ça avait commencé, M. Carter s'occupe de construire lui-même des maisons partout dans les États-Unis. Dans de nombreux pays, le bénévolat organisé ne fait pas partie des coutumes. Mais quand plusieurs milliers de personnes de tous les pays se joignent à nous dans une communauté comme Durban en Afrique du Sud, elles laissent derrière elles un patrimoine qui démontre qu'il est possible d'être bénévole, de vivre une expérience stimulante et agréable, et en même temps de bâtir de meilleures communautés. La participation de ces personnages bien connus, ça nous aide beaucoup parce que notre mission est souvent mal connue. On ne comprend pas bien que nous construisons des maisons pour des familles en besoin. Souvent, le public ne comprend pas qu'on vend les maisons. C'est pas donné. Ces familles sont comme les nôtres qui travaillent très fort, mais pour des raisons ne sont pas dans la possibilité d'acheter leur propre maison. Dès le départ, j'avais eu le pressentiment que les citadins possédaient en eux une incroyable force de créativité.
Et je ne m'étais pas trompé. Après les avoir vus retenir leur bouillonnement d'idées pendant des semaines, il me semblait à présent que rien ne pourrait plus les arrêter. Chacun apportait sa contribution à ce tourbillon enlevant dont j'étais le témoin privilégié. Moi qui ne transforme le monde que dans ma tête. J'étais rempli d'admiration devant ce déchaînement concret. Je suis en train d'appliquer un vernis sur toute notre latille là qu'on a installé le long de notre mur. Puis un, ça va le protéger. Deux, ça fait ressortir les couleurs. Et puis, bah, c'est plus agréable comme ça. Là, c'est une bonne tête. Là, ça commence à vraiment ressembler à de la finition. Alors, nous avons le meuble de la salle de bain. C'est le lavabo, la pharmacie, espace de rangement. Il y a des miroirs qui vont venir se fixer sur le côté. C'est une collection de morceaux récupérés, transformés, réutilisés. Le lavabo est fabriqué à partir d'un réflecteur de lampadaire qu'on a récupéré à la Ville de Montréal. Et la robinetterie vient d'une démolition d'hôtel à Montréal. Le dessous du baril, on l'enlève complètement. On l'ouvre complètement. On fait une poubelle avec. On fait une poubelle avec. Puis on veut mettre la pompe à bière qui, juste par la pression de l'eau dans le baril, va nous servir à récupérer de l'eau pour mettre dans le jardin. La pompe est plus basse que le truc. Le système de billes nous empêche de fonctionner. On va avoir notre pompe à bière pour la récupération d'eau de pluie. Sauvé. Encore sauvé. Et moi, j'adore ces affaires. Ah oui. Ben, c'est quand même chouette d'avoir la bière. La bière. C'est très légal ce que je suis en train de faire. Alors là, ça c'est la récup, tu vois. C'est un pinceau que personne n'a mis dans l'eau, qui est donc en train de mourir. Et donc on va le jeter, mais avant de le jeter, bah, je m'en sers pour mettre la colle contre le mur. On a récupéré un rouleau une sorte de papier un peu épais, là, on savait pas bien ce que c'était. Puis au final, on a découvert que ça s'appelle du célastique. C'est un papier, en fait, tu mets de l'acétone dessus, puis tu peux faire des moules avec. Tu peux le mouler. Mais bah, ça, c'était pas notre but à nous, là, on voulait pas faire ça. Mais on voulait utiliser ce rouleau qu'on avait retrouvé, puis on voulait pas que ça parte au vidange. Alors on l'a posé comme un papier peint, mais le problème, ça a été de le coller. Parce que comme il y a des produits chimiques là-dedans, il n'accepte pas la colle à tapisserie traditionnelle. Alors on a dû faire plein d'essais avec tout ce qu'on avait, là, comme n'importe quoi qui soit collant, pour arriver à coller ça. C'est ça la récup, c'est que on a besoin de mettre quelque chose sur le mur. Si on a un rouleau de quelque chose, alors on va mettre quelque chose sur le mur pour trouver la meilleure façon de le faire. C'est ça l'idée. L'intérêt pour nous, c'est que c'est un truc assez épais. Puis le plywood qu'on a récupéré, il est plein de colle, plein d'imperfections. Alors, si on peignait directement là-dessus, il y aurait plein de... Ouais, des choses un peu difformes là. Alors que ce truc-là est un peu épais, donc ça va bien cacher tous les problèmes, puis on va peindre là-dessus. Puis normalement, on y va avec du feu. On a récupéré tout un sac de peinture d'un plateau de tournage ça partait au vidange, là, ils avaient fini de faire leur décor. Puis tout ce qui restait, plein, pas plein, ça partait en bloc, donc on a récupéré ça, on a récupéré des pinceaux avec, puis tout plein de produits qui vont avec la peinture. Donc là-dedans, on a trouvé un jaune qui était neuf, là, puis qui nous plaisait bien. Donc on a fait nos murs avec ça, et ben, ça marche. Il
nous reste 10 jours. On doit terminer tout ce qui est revêtement intérieur pour pouvoir rentrer le mobilier, installer. Toute la finition, les moulures, il y a de la peinture, il y a énormément de choses qui doivent se faire. Et ensuite, il faut passer après puis essayer de corriger toutes les petites erreurs qui restent peut-être. Alors, c'est beaucoup de travail. On est sur la mesure? Normal. Ok. Donc là, on la fait pas tomber, c'est ça? On n'est jamais sûr. Il fait froid, là. Il fait froid, moi, j'avais pas prévu ça. Je pensais pas qu'il ferait froid si tôt, mais bon. Ben, ça va, on s'habille, puis on s'active. Au moins, on s'arrête pas, parce qu'on sait que si on s'arrête, on a froid, alors... Ouais, je travaille plus maintenant qu'avant, là, parce qu'avant, j'avais chaud. Là, c'est un petit bidouillage pour faire passer le fil dans le lampadaire pour pouvoir amener l'éclairage du jardin. Ouais, c'est plutôt là, c'est bon. Ok. Donc là, on a fait 2 lignes pour pouvoir aligner le lampadaire, qui soit bien vertical tant qu'à faire. Puis visuellement, on dirait que c'est le lampadaire qui soutient notre balcon, c'est assez impressionnant. Et puis il fonctionne, alors ça c'est vraiment drôle, on dirait que, je sais pas, c'est comme s'il y avait une ville sous terre, puis c'était le haut du lampadaire là qui sortait. C'est pas un truc qu'on a l'habitude de voir, parce que d'habitude c'est 10 mètres dans les airs là, puis on regarde jamais ces pièces-là. Puis là c'est juste à la portée des yeux, c'est vraiment impressionnant comme pièce. À l'intérieur du lampadaire, normalement ça marche en 220, donc là on a retiré les transformateurs, on a retiré un câble et puis on a mis une douille classique pour pouvoir mettre une ampoule fluo compacte basique. C'était pas un lampadaire public, c'était un lampadaire poubelle. Celui-là, il partait au rebut en fait, parce qu'il a un tout petit défaut. C'est-à-dire que le verre était pas tout à fait bien tenu, donc par rapport à la sécurité, il devait être sûrement obligé de le jeter pour qu'en changeant les ampoules, le verre tombe pas par erreur. Mais là, dans un petit jardin, à cette hauteur-là, de toute façon, même si le verre tombait par terre, il n'y a pas assez de place pour prendre la vitesse pour assommer quelqu'un ou pour se briser. Donc ça sera très bien dans ce contexte. Donc là, on a l'utilisation du lampadaire qui reste quand même avec sa fonction de lampadaire et on reste dans le vocabulaire urbain. Et si demain, à la lumière d'une justice nouvelle, les richesses étaient réparties également sur la terre? Nous en aurions beaucoup moins dans nos poches, c'est comme ça. Impossible d'en donner aux uns sans en prendre aux autres. Nous sommes nombreux à déplorer la misère humaine, mais combien d'entre nous seraient prêts à donner une part de leur confort pour réparer cette injustice? C'est une bonne chose de dénoncer un problème. C'en est une autre d'accepter les sacrifices pour le résoudre. Il y a des années, j'ai demandé à Ian Wilson, un écologiste réputé de l'université Harvard, combien de personnes peuvent vivre sur Terre de manière durable. Il m'a dit, en vivant comme des Canadiens et des Américains, environ 200 millions. David Suzuki, scientifique, environnementaliste et communicateur. Nous sommes 6 milliards aujourd'hui. Même si on fait abstraction des pays en développement, nous sommes 1 milliard dans les pays industrialisés. C'est encore 5 fois trop de monde, selon Wilson. Le défi est clair.
Nous, les gens des pays industrialisés, qui comptons pour moins de 20% de la population mondiale, utilisons 80% des ressources de la planète. Personne ne se pose la question, combien de personnes ce pays peut-il soutenir si nous continuons de consommer à ce rythme? Et si on examine notre empreinte écologique, c'est-à-dire la superficie qu'il nous faut pour alimenter, habiller et abriter chacun d'entre nous pour une année, nous n'avons pas assez de terre. Alors nous demandons aux Australiens de nous fournir de la laine et aux Mexicains de cultiver nos prunes et nos brocolis. Nous utilisons les terres des autres pour mener une vie de riche. Ce faisant, on hypothèque les capacités des générations futures de répondre à leurs besoins et on crée un système où on exploite des gens ailleurs dans le monde qu'on ne voit pas, qui travaillent pour des salaires de misère dans des conditions de crève-faim. Laure Varidel, présidente Équiterre, auteure et sociologue. On trouve ça normal de payer un chandail pas cher, de payer des souliers pas chers. Et même des fois, on les paye cher, mais dans le fond, il n'y a pas beaucoup d'argent qui vont à ceux qui font véritablement le travail. Bien des grandes multinationales choisissent de manufacturer leurs produits dans les pays pauvres afin de baisser leurs coûts de production. Elles y profitent du faible niveau de vie. Par exemple, en 2004, alors que le revenu national brut par habitant était de 28 000 $ américains au Canada et de plus de 30 000 $ américains en France, il était de 440 $ américains au Bangladesh. Là-bas, le salaire dans les manufactures de vêtements est d'environ 1 cent américain de l'heure. On sait des compagnies multinationales qui sont très puissantes. Eh bien, qui est-ce qui enrichit ces compagnies-là? Oui, les gouvernements en partie, oui, les compagnies entre elles, mais avant tout, c'est les consommateurs. Donc, c'est de réaliser que nous, comme consommateurs, avant même d'être des consommateurs, on est des citoyens. Donc, c'est de donner un sens politique à la consommation et de réaliser finalement que chaque jour, on a un pouvoir politique. Donc, pas seulement tous les 4 ans quand on va voter, pas seulement par les autres choix politiques qu'on fait d'implication dans les diverses institutions, mais vraiment dans l'acte quotidien de consommer. Il existe plusieurs calculs possibles pour évaluer la richesse d'un pays. Parmi ceux-ci, on retrouve le produit intérieur brut. À l'échelle mondiale, les économistes se servent du PIB de chaque pays pour établir un classement international. Cependant, cette unité de mesure, qui englobe plusieurs indicateurs économiques, n'est pas sans lacune. Quand on regarde comment se calcule le PIB, on voit que c'est les dépenses des gouvernements, plus les dépenses des consommateurs, plus les investissements, plus les exportations nettes. Donc tout ça additionné, c'est exclusivement des mesures qui sont comptables. Supposons que vous vivez dans un quartier en déroute, où il y a des actes criminels. Alors vous achetez des verrous, une assurance contre le vol, et puis un fusil. Et tout cela contribue au PIB, même si votre quartier va de plus en plus mal. Tout ce qui mène à un échange d'argent contribue à la croissance du PIB. Mais la vraie richesse, il me semble, provient des choses qui sont importantes pour nous. Les ressources naturelles que nous pouvons exploiter, la terre cultivable, la biodiversité, les forêts, le poisson. Voilà les sources de notre richesse. Notre économie et notre société dépendent de ces ressources qui sont, en principe, éternellement renouvelables. Il faut cesser d'étendre ce modèle-là de surconsommation à travers la planète. La planète ne peut plus endurer ça. Donc, il faut réfléchir et il faut aussi agir de manière très, très concrète. Le problème, c'est nous. Nous aimerions penser que ce sont tous ces Asiatiques ou tous ces Noirs dans les pays surpeuplés. Mais attention, ils constituent plus de 80% de la population mondiale et ils consomment moins de 20% des ressources. Nous consommons tellement qu'il ne leur reste rien.
Nous sommes les grands prédateurs de cette planète, dans nos grandes maisons et nos grosses voitures. Un examen de conscience s'impose. Ai-je besoin de tout ça? Est-ce que cela m'apporte le bonheur ou donne un sens à ma vie? Je ne pense pas. La Pierre, question pour toi. La Pierre? Non, je vais faire comme je pense. Tant pis. Vous êtes témoin, il n'était pas là pour répondre à ma question. Alors si c'est pas comme il voulait, tiens le voilà. Donc alors Jean-Pierre, je laisse travailler avec lui, là, vraiment c'est un novice, moi je dois tout lui apprendre, puis il pose des questions, mais tiens le voilà. On est en train de finir la salle de bain. Là, c'est vraiment la fin, on s'apprête à mettre le revêtement, on s'apprête à mettre la peinture, on s'apprête à mettre les tôles qu'on a préparées, pliées. Mais pour ça, il faut que toutes nos moulures, toutes nos plaintes soient faites pour que tout ça sente joliment. Et on utilise le bois qu'on a utilisé pour faire nos portes. Il nous reste des chutes de bois, il est déjà sablé, il est déjà prêt, on peut l'utiliser, donc on prend ça. Et puis, bon, une fois que tout ça va être prêt, on va amener la baignoire, on va amener le lavabo, on va tout monter, on va tout raccorder, puis on espère que la plomberie va marcher. Nous avons une boîte aux lettres qu'on a trouvée à un écocentre, qu'on a récupérée pour en faire un espace de rangement, de l'alucobon qui vient de décors de cinéma, des pièces récupérées. Puis on le serre. C'est une vis ou tu colles tout? Non, il est collé uniquement. De l'alucobon, c'est 2 feuilles d'aluminium avec un panneau de PVC entre les deux. Alors, ça nous a permis de faire en un seul morceau le dos, le comptoir et le retour pour éviter d'avoir un joint ouvert. Alors, c'était un petit détail assez intéressant. Une seconde, j'ai pensé que j'avais mis dans le mauvais sens. En bas, nous avons le toit ouvrant d'une automobile qui sert de rangement. Les matériaux qu'on retrouve ici, la totalité des coûts serait peut-être entre 7 et 15 $. Au niveau de la structure, c'est sûr qu'il y en a qui ont plus d'expérience que d'autres. Jean-Pierre, entre autres, a vraiment pris cette charge-là. Sans expérience, je me suis retrouvée un peu perdue avec tout ça. Mais de fermer la boîte, oui, on a tout, là. On a les bottes, le manteau et le chapeau, alors on peut travailler sur le cœur. Alors là, on vient d'amener le meuble de la salle de bain. Finalement, puis là, on va fixer ça, installer les moulures et puis peindre, enfin. Pour finir la salle de bain le plus vite possible. De toute façon, on va l'installer temporairement. Oui, moi, je vais faire le marque, puis je vais faire les moulures. Tu vas faire les moulures? Oui. On va le sortir, tu vas peindre. Et puis, on va venir le réinstaller par la suite parce que j'ai mon branchement de plomberie que je dois faire. Moi, j'ai besoin de savoir où les placer pour pouvoir continuer autour. Ouais. Et puis prendre la couleur dessus parce que je vais faire la même couleur là. Okay. Comme ça, au moins... Donc, on va aller chercher la pharmacie, on va venir la mettre. OK, c'est ça qui va déterminer la position. Exactement. OK, c'est ça qui fait... Je suis très contente, j'ai hâte de l'installer, de le fixer au mur et puis de rajouter toutes les pièces manquantes, d'installer la lumière et tout et voir l'effet que ça fait. Ouais, même je vais dépasser, moi je vais continuer jusqu'au trou, je pense.
fuite de partout. Avec une petite rustine, là, ça va aller très bien. On a récupéré des tôles offset qui sont des tôles d'imprimerie. Donc on a essayé de les plier en petits carrés, puis on a fait comme une sorte d'écaille sur le mur. Pour les fixer, on a récupéré tout plein de petits clous quand on a défait notre lattice. Là, quand on va faire notre système d'écailles, il y a 3 angles qu'on verra pas, alors ça on va les fixer avec d'autres choses qu'on a qui sont moins belles. Et puis l'angle qu'on voit, on va garder ces tout petits clous qui sont des clous anciens de 1900, là, qui sont carrés, absolument incroyables. Puis donc on va fixer tous nos angles visibles avec ça. Alors bon, on en casse un sur 2, mais on va essayer de mettre ça. Et puis voilà, doucement, on va recouvrir les murs de salle de bain, puis on va avoir un serpent géant dans la salle de bain, en métal. On avait l'idée qu'en bas, on voulait mettre du rouge, mais on n'avait pas de rouge. Puis on avait du colorant, on avait différentes peintures. Différents rouges, mais c'était pas le rouge qu'on voulait. On s'est fait un mélange, on a mis tous les différents rouges, marrons, oranges qu'on avait. On a mis du sable, on a mis de la colle qui nous restait. On a fait une espèce de bouillie, là. Puis l'idée, c'était vraiment de faire un essai, là. On se disait, bon, on fait un essai, au pire, on verra bien. Là. On a mis ça sur nos murs, et le résultat a été mieux que ce qu'on espérait. On dirait, je sais pas, on dirait du velours, là. C'est vraiment... C'est super beau, et c'était... Ça, c'est de la chance, là. Parce qu'on n'avait aucune idée de ce que ça donnerait. C'est super beau, hein, cette couleur-là. C'est sans bœuf, puis sans bœuf, c'est comme ça. À la longue, c'est lourd. Quartier Vauban, Fribourg, Allemagne. À 5914 km de Montréal. Population, 5500 habitants. J'habite à Fribourg. Ça fait 5 ans qu'on habite dans le quartier Vauban. Et l'idée de monter un projet en co-construction dans un groupe avec d'autres familles, en faisant un mélange entre l'individuel et le collectif, c'est ce qui nous a intéressés finalement. Martine Dubout-Morer, résidente du quartier Vauban. Donc on a construit avec 18 parties différentes, des familles, des couples, des parents avec enfants, sans enfants, monoparental. Enfin bon, c'est un peu un mélange d'âge et de... On est assez représentatif de la population finalement. Disons qu'à Fribourg, il y a une conscience écologique assez prononcée. Moi, française, je ne peux pas imaginer d'habiter ailleurs en Allemagne, par exemple. Il y a la proximité avec la France et puis la Suisse, bien sûr. On est une des régions les plus chaudes de l'Allemagne. Et c'est une région que nous envient beaucoup d'autres Allemands. Nous sommes tous des jeunes familles qui ont voulu changer quelque chose. Et on veut changer tout ce qui est possible. Andreas Delesque, résident initiateur et militant écologiste, quartier Vauban. Il y a beaucoup de petites idées techniques, mais aussi sociales. On a beaucoup plus à faire entre les gens. C'est beaucoup moins anonyme que normal. Et on a trouvé aussi une grande tranquillité. Le seul bruit, c'est le bruit des enfants, je crois. La municipalité de Fribourg est responsable de la planification et du développement urbain de ces quartiers périphériques. Vauban est l'un de ceux-ci. Wolf Dazeking, chef du service d'urbanisme pour la ville de Fribourg. Notre plan d'urbanisme régit quel type de maison il est possible de construire. Si vous allez dans les vieux quartiers de la ville, vous verrez de petits terrains et toutes sortes de maisons de toutes les couleurs. C'est un peu ce qu'on voulait faire dans ce nouveau quartier. Entre autres, le plan d'urbanisme de Vauban proscrit la construction de maisons individuelles et limite la hauteur des bâtiments à 4 étages. On veut bâtir de nouveaux projets, de nouveaux quartiers, mais sans contribuer à l'augmentation des émissions de CO2. Il faut y penser. Penser globalement, agir localement et créer des solutions dans son propre quartier.
De plus, tout nouvel immeuble doit respecter une consommation énergétique qui ne peut dépasser les 2/3 de la limite imposée pour un bâtiment similaire. Et je peux donner un exemple. Moi, j'habite dans un appartement de 90 mètres carrés et nous avons, pour 3 personnes, et nous avons payé 114 € l'année dernière pour toute l'énergie de chauffage et l'énergie dans l'eau chaude et même le gaz pour cuisiner. Alors avec notre appartement, nous économisons 800 à 1000 € par an. L'orientation de la maison est propice. On est en plein sud, donc on utilise l'énergie solaire. On a un chauffage minimum quand on a des températures canadiennes de -10, si on en a, ce qui est assez rare. Vauban profite aussi d'un projet de mobilité urbaine écologique visant à réduire la présence de l'automobile. Déjà, près de 50% des foyers ne possèdent pas d'auto. Et ceux qui en ont une doivent la laisser dans un stationnement communautaire aux limites du quartier. Je me suis rendu compte qu'il fallait à peu près 6 mois pour vraiment changer sa mentalité, sa propre mentalité. Mon mari et moi, on était habitués à avoir la voiture devant la maison et c'est tellement pratique. Maintenant, il faut faire à peu près 200 mètres pour avoir notre voiture. Alors moi, j'ai pas de permis de conduire et j'ai pas d'auto. Et pour moi, que j'habite au quartier Vauban, c'est facile d'aller dans la ville. C'est seulement 3 km et je fais tous les rues avec le vélo normalement. Si ça pleut trop, je prends le bus, peut-être aussi en taxi. Et c'est tout facile à arriver par train, par exemple. Il n'y a pas d'étalement urbain ici. Depuis la Seconde Guerre mondiale, notre développement urbain se fait de manière à maintenir l'unité de la ville, à éviter les divisions. Dans chaque plan qui est conçu, on prévoit des zones pour les piétons et les cyclistes. On intègre ces zones au projet et on intègre le tout au quartier. Bien que les nouveaux quartiers limitent la circulation automobile, elle est carrément bannie du cœur historique de Fribourg depuis les années 70. On a un très bon système de transport public. Tous les trams, toutes les lignes de train et tous les autobus ont le même prix. On peut, avec un billet, traverser plusieurs fois les lignes. Toutes ces initiatives ont fait chuter de 23% le taux d'utilisation automobile sur une période de 20 ans, une tendance à l'opposé des autres grandes villes européennes. En parallèle, Fribourg a développé un réseau de près de 300 km de pistes cyclables. Aujourd'hui, presque un tiers de tous les déplacements se font à vélo. Quand je vais à la gare avec le vélo, j'ai un poste de stationnement des vélos qui peut tenir 500 vélos. Alors c'est pas grave, on a une poste surveillée, on ne paie pas beaucoup, on laisse garer les vélos pour quelques jours ou quelques mois, même pour une année si vous voulez. L'intérêt de notre quartier aussi, c'est la proximité aussi bien du centre. Quand je vais en ville, il me faut 10 minutes en vélo. On a un marché hebdomadaire. Il y a tous les producteurs de la région qui viennent vendre leurs produits. On a les écoles qui sont pas loin. On a tout à proximité finalement. Et oui, c'est un trait qui caractérise aussi cette ville.
là j'aurais besoin de prendre un bain, de m'arrêter de travailler pour au moins une demi-journée et de manger une raclette. Là, je serais heureuse. Et pas de faire de la peinture à 7h du matin, ça c'est sûr. Surtout pas des essais, puis de devoir prendre des décisions après. Je suis pas capable. C'est pas mal. Là, on est en train de faire des essais. Hier, on a appliqué une texture sur notre mur qui est en fait un mélange de toutes les peintures foncées qu'on avait pour faire une base bien foncée. Dedans, on a mis du sable et on a rajouté de la colle. Et ça fait comme une espèce de bouillie qu'on a appliquée à la truelle. Et puis maintenant qu'elle est sèche, on va appliquer notre couleur dessus. Et bah, c'est un rouge a priori, mais on ne sait pas encore comment on va l'appliquer, puis combien on va en mettre, est-ce qu'on veut le foncer, est-ce qu'on veut le laisser clair. Donc là, je fais un peu des essais, puis d'ici 1 heure ou 2, ce sera sec, puis on pourra décider duquel on veut prendre. C'est juste que si vous devez enlever la vanité pour faire votre électricité, Ouais. dans ce cas-là, je viendrai couper ça à la fin. Ouais, on va faire ça comme ça. Parce que j'ai peur que mon meuble fasse tout. Ouais, c'est ça. Non, c'est parfait. Moi, j'ai peur, par contre, qu'on perde la texture du sable. Un peu comme les tableaux de tapillage, le sable, quand tu le vois, il ressort, Ouais. mais il est fixe. Si on met une couche de peinture, ça va complètement... Maintenant, on fait un mélange avec cette peinture s'il en reste, puis du sable, puis de la colle, puis la rouge. Et puis si, une fois que ça c'est fait, ça tient pas assez, on met dessus un vernis ou un truc comme ça. OK, on mélange les deux, ce qui reste. Il en reste, tu sais, s'il en reste, tu sais pas. Ouais. Je les éteins? Un à la fois. OK, c'est jusqu'à allumer. Je laisse allumer? Ouais. Parfait, c'était juste l'ampoule. On peut éteindre. Merci. Ça, c'est le petit citerne à eau de pluie. Donc, on n'a pas beaucoup de terrain, donc c'est assez symbolique. C'est pour montrer que c'est vraiment basique de récupérer de l'eau de pluie. On a placé un des barils de bière dans notre cour, qui est relié à la gouttière, qui est relié au système de plantation qui est tout autour, qui fait que on récupère nos eaux de pluie, puis le trop-plein permet d'arroser les plantations, et en même temps il y a le système de la bière là, qui permet qu'on peut remplir un arrosoir ou n'importe quoi, puis on peut continuer à arroser les autres endroits. La moyenne annuelle de pluie pour Montréal et Paris est presque identique, à 162 jours par an pour la première et 164 pour la deuxième. C'est une série de petits trous en fait qui vient arroser les plantes en dessous. En bas, on a un bac creusé assez profond avec de la terre dans lequel on va voir les plantations. Donc ça nous fait un goutte à goutte comme ça sur les plantes qui vont être en dessous. L'écrou il est trop serré là, il est trop serré contre le bord. On peut se suspendre, c'est bon. Moi, j'étais presque ému de voir à quel point elle avait déjà changé. La vieille centenaire. Elle affichait désormais des airs de jeunesse, avec élégance. Elle commençait même à faire l'envie de tous ceux qui l'avaient enterrée un peu trop vite. Mais des citadins n'en passent qu'à l'occasion. Trop de quartiers, autrefois vivants, se sont éteints dans l'indifférence générale. Et chaque fois, c'est un revers de l'histoire, une blessure à l'âme d'une ville. Le truc, c'est qu'on s'est mis un peu la pression parce qu'on a commencé à répondre à droite à gauche que le dernier jour, là, c'était porte ouverte puis tout le monde pouvait venir voir. Lors du prochain épisode, les citadins accélèrent le pas à l'approche du terme de l'expérience.
Et j'étais partie pour faire une liste de 5 ou 6 choses là. Puis je suis rendue à la fin de ma page et j'ai toujours pas fini. Il tente d'achever toute la finition, même si le hasard vient une nouvelle fois brouiller les cartes. Aussi, l'Irlande, ou quand un pays décide que l'affaire est dans le sac. En Irlande, les gens en avaient marre, dans cette île sublime, de voir des sacs en plastique partout. D'ici là, l'expérience se poursuit sur le web. Ça y est, man, tu bouges plus. Tu bouges plus?